Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live dédié à Lego. Pas Lego, les filles, pas Lego égal, mais Lego, L''E-G-O. Voilà, il fallait que je fasse cette blague-là. C'est bon, c'est fait. Vous avez posé des questions, on va les décrypter en direct, ensemble, et cela va nous permettre de clôturer aussi le thème de l'ego. Comme vous le savez, je parle beaucoup d'identité parce que l'identité, c'est la base pour pouvoir avancer vers ce qu'on veut dans la vie. Et l'ego fait partie de l'identité. C'est une partie de nous qu'il faut accepter. Bien souvent, on en parle, quand on en parle, on voit l'ego des gens et on a l'impression que c'est un problème. Mais en réalité, nous aussi, on a un ego, donc il faut savoir l'identifier et l'accepter, et surtout, pouvoir l'utiliser tant qu'à faire pour pouvoir avancer. Voilà, donc on verra plusieurs choses. On verra déjà dans un premier temps qu'est-ce que c'est que l'ego, c'est quoi une personne qui a un ego, pourquoi l'ego nous fait souffrir, comment savoir si on a un ego blessé, quels sont les défauts de l'ego, quel est l'opposé de l'ego et aussi comment faire de notre ego un ami qui nous accompagne. Voilà, donc c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo et donc ça va être vraiment top. Alors pour commencer déjà, alors j'ai pris des notes pour pouvoir accompagner correctement ce live et faire en sorte que ce soit suffisamment interactif. Voilà. Alors, l'ego. C'est quoi déjà l'ego? En réalité, l'ego, c'est une représentation de nous-mêmes. Ok, c'est une représentation que l'on a de nous-mêmes et ça comprend aussi tous les mécanismes que l'on utilise pour préserver cette représentation. Et normalement, l'ego, comme je dis souvent, c'est votre meilleur ami. L'ego, c'est ton meilleur ami. Et il faut que tu puisses l'apprivoiser pour qu'il puisse t'aider à pouvoir avancer. Encore une fois, l'ego, c'est une partie de nous qui a enregistré quelque chose, un épisode qui n'a pas été forcément heureux et qui s'est promis, qui s'est même juré que tu ne revivrais jamais ce genre de situation. Ça, c'est l'ego tel qu'on le voit par défaut, tel qu'on le voit chez la majorité des gens. Donc, c'est une représentation de soi, mais c'est vraiment ce bouclier-là qui se dit, tu as souffert une fois, tu ne souffriras plus jamais, je te le promets. Voilà. Parce que on est fort, on a de la valeur, on va avancer, etc. Et c'est en ça que je dis que l'ego, c'est notre meilleur ami parce que il est là, justement, pour nous protéger et pour finalement, démontrer notre valeur. Et c'est ça qui est le plus important, démontrer notre valeur, parce qu'on a tous de la valeur, et le but, c'est de pouvoir justement la démontrer. Alors, c'est quoi une personne qui a un ego? Alors, une personne qui a un ego, c'est un être humain normal, comme je l'ai dit à l'instant. Et encore une fois, l'ego n'est pas notre ennemi. L'ego n'est pas notre ennemi. Et une personne qui a un ego, c'est une personne qui cherche simplement à se défendre. Voilà, tout simplement. Pourquoi l'ego nous fait souffrir? Alors, quand je dis se défendre, c'est qu'on a remarqué qu'il y avait plusieurs types d'ego et surtout deux grandes catégories d'ego. Soit il y a l'ego sain, qui correspond à une estime de soi haute et stable, d'accord? Donc ça représente toute la valorisation de qui tu es, de ce que tu sais faire, de tes qualités, de tes compétences, etc. Et de l'autre côté, tu as l'ego blessé. Et l'ego blessé, c'est l'ego qui lui a enregistré des parties moins glamour de toi, de ta vie, de tes expériences. L'ego blessé, il peut être en plusieurs formes, de plusieurs sortes. On peut avoir l'ego blessé de victime, c'est-à-dire que voilà, il t'est arrivé quelque chose et du coup, tu penses que ta valeur va être reconnue si tu te fais passer pour une victime, si tu te plains souvent, si tu vas voir les gens pour implorer leur pitié, d'accord? Ensuite, on a l'ego blessé sauveur et ça c'est il y a énormément de personnes qui sont dedans, qui se disent, en fait, si je suis utile aux autres, si j'aide les autres, si je suis là pour les gens, plus que pour moi des fois,
eh bien les gens vont me valoriser. Et ça aussi, bah, c'est problématique. Et enfin, il y a aussi l'ego blessé de domination. Lui, c'est celui qui se dit, bah, en fait, pour que les gens me considèrent, il faut que j'écrase tout le monde, que je domine tout le monde, que je sois plus fort que les autres. Et ça aussi, c'est pas une solution. Voilà, c'est pas une solution. Après, on a d'autres types d'ego. D'accord. Atora, bonjour. Comment ça va? Alors, l'ego de domination, tu vois, c'est pas forcément quelque chose qui est mauvais. Ça va être quelque chose qui est un mécanisme de défense tout simplement. Et plus tu vas le comprendre, et mieux tu vas pouvoir savoir comment est-ce que tu vas pouvoir gérer ça en fait. Apprendre à le gérer. Super. Et alors, dis-nous, comment est-ce que ça se manifeste, en fait? Dans quelle situation ça se manifeste? Est-ce que ça se manifeste avec tout le monde? Est-ce que c'est dans certains cas? Parce que c'est ça aussi qui va montrer, aider les autres. D'accord, ok. Aider les autres. Et ben, c'est pour ça que je disais que une grande partie de la population, moi y compris, surtout à une certaine époque, ça a été de vouloir aider les gens plus que soi-même. Et ça, c'est lié beaucoup au conditionnement, notamment familial, où on te dit arrête d'être égoïste, arrête de penser à toi, pense aux autres, etc. Et en réalité, on oublie les autres. On est dissocié, on a carrément une personne qui est là pour les autres, et soit, bah, des fois, on a besoin, mais on se donne même pas à nous l'aide qu'on donne aux autres. Les autres sont peut-être à un niveau là, nous on est là. Bah, en fait, on va tout donner pour les autres, alors que nous, on en a plus besoin que ces autres-là. Donc, c'est juste incroyable. Mais ça se corrige et c'est ça qui est le plus important. On a aussi d'autres types d'ego, surtout dans les communautés de la diaspora, communauté afro. On a un ego qu'on appelle de dissociation. Et ça, c'est un ego où, en fait, de façon au niveau de l'identité, on a l'impression d'être une autre personne. On est complètement aliéné. Et dans la communauté afro, bah, on a des personnes justement qui mettent des faux cheveux, des personnes qui se blanchissent la peau, des personnes qui cherchent à parler d'une façon qui n'est pas la manière dont ils parleraient normalement, qui jouent un rôle, qui jouent une représentation, qui ont une représentation, mais qui en fait n'est pas du tout eux. Et ça, c'est un problème parce que certes, c'est un mécanisme de protection, mais tu peux pas vivre comme ça toute ta vie, c'est pas possible. Et c'est ça le truc, tu peux pas être comme ça tout le temps. Donc ça, après, il y a même d'autres types d'ego comme l'ego spirituel. On entend de plus en plus parler de ça, d'ego spirituel, et ça, c'est un vrai piège. Quelqu'un me disait la dernière fois qu'il y avait un salon de la spiritualité, et dans le salon, il y avait plus de 90% de charlatans. Enfin, c'est juste un truc de ouf parce qu'en fait, les gens se disent ah bah je suis dans la spiritualité, donc moi je sais, toi tu ne sais pas. Ça, c'est aussi un gros piège et il faut faire vraiment attention à ça. Voilà. Coucou. Il faut faire attention à ça. Donc l'idée c'est quoi? C'est vraiment de se dire bah l'ego, en réalité, je le vois. Ça fait partie de nous, mais la différence entre une personne qui est dominée par son ego et une autre, c'est la conscience. La conscience, c'est la base de tout. À partir du moment où tu as conscience des choses, à partir du moment où tu vois clairement ton comportement, en fait là tu sais exactement comment agir et ça devient une force même parce que c'est toi qui as le contrôle et c'est toi qui maîtrises la façon dont tu agis. Moi je me rappelle il y a une fois quand j'avais pris conscience de ça, quand j'ai fait ce travail-là, c'était un truc tout bête. Hein. J'avais donné rendez-vous à une personne et j'étais en retard. Je devais passer dans un coffee shop pour imprimer des choses, pour aller à ce rendez-vous-là, et je suis sortie de chez moi en retard. Et c'est fou à quel point je me suis mise en mode ego blessé de victime. C'est-à-dire que je suis arrivée à l'endroit, en fait, il y avait du monde, j'ai dû attendre, la machine, elle marchait pas, et puis je commençais à insulter tout le monde. Ouais, mais en fait, c'est pas normal. Ouais, mais je comprends pas, pourquoi est-ce qu'elle me fait pas passer en premier, etc. Et de l'autre côté, j'avais ma conscience qui était là en mode, mais en fait, c'est toi qui es responsable de cette situation. Après, j'avais même envie d'appeler la personne avec qui j'avais rendez-vous pour pour lui raconter un mensonge en disant ouais en fait il y a un problème, la personne qui doit imprimer ne peut pas imprimer, mais en fait je me disais mais non mais c'est moi
Non, non, mais c'est moi. Enfin, il n'y a pas de jeu à jouer, il n'y a pas de rôle à jouer. Il faut simplement assumer. Et c'est comme ça. Parce que c'est de cette manière-là qu'on apprend, tout simplement. On apprend quoi? Dans mon cas, on apprend à mieux se préparer pour être à l'heure la prochaine fois. C'est-à-dire que tant qu'on reste dans le piège de l'ego, on est finalement dans une zone de confort inconfortable. On n'évolue pas. On cherche toujours des coupables dans les situations. Ou alors, on se donne un rôle. On se dit, non, mais eux, c'est comme ça, moi, c'est différent. Mais alors que non. En réalité, on doit prendre conscience des mécanismes de l'ego. On doit, comme j'ai dit, apprivoiser l'ego, faire en sorte de discuter avec lui, de voir quand il veut nous protéger et voir si c'est convenable ou pas, si ça correspond à ce que on veut vraiment. Il y a par exemple aussi souvent quand j'ai l'occasion de coacher des personnes sur tout ce qui est là c'était en l'occurrence une relation amoureuse. Souvent l'ego dans ce qui est du domaine de l'amour, euh, quand il a vécu une expérience qui a été difficile, ce qu'on appelle communément le goumin ou en tout cas le chagrin d'amour, il va se dire, écoute, je vois à quel point cette situation te fait mal. Je te promets que la prochaine fois que tu rencontres quelque chose qui est en lien avec ça, eh ben, je vais mettre des stops et tu ne vas plus souffrir. Et ça, en fait, ce qui est drôle, c'est que, en fait, la personne, elle a rencontré quelqu'un. Et quand elle a rencontré cette personne-là, elle était hyper désagréable avec la personne, hyper méchante. Quand bien même la personne, elle était juste adorable. Elle correspondait même à ce qu'elle recherchait. Mais, à cause de son ego, à cause de son mécanisme inconscient, en fait, elle a tout fait pour saboter cette relation. Alors, son ego, s'il pouvait parler, il aurait dit quoi? Il aurait dit, écoute, il ressemblait au précédent gars. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu pour te protéger. Mais en réalité, quand on reprend le contrôle, quand on a conscience de ça et qu'on reprend le contrôle, on peut tout simplement dire à son ego, écoute, je te remercie. J'ai bien appris les leçons du passé. Cette personne, certes, elle ressemble à la personne ancienne, mais ce n'est pas la personne ancienne. Et, écoute, ça peut aussi bien se passer. Et du coup, quand on prend conscience de ça, l'ego se calme et on n'est plus en pilote automatique, on reprend le lead et on avance vers ce qu'on veut. On prend les décisions que l'on souhaite prendre en conscience. D'accord. Donc voilà. Donc en fait, l'ego nous fait souffrir déjà. La première raison pour laquelle l'ego nous fait souffrir, c'est que lui, son rôle, c'est d'avoir raison. C'est d'avoir raison. Parce que effectivement, si jamais dans cette situation de couple, la personne se met avec cette personne-là et que ça se passe encore mal, l'ego va dire quoi? Tu vois, je le savais, j'avais raison. L'ego, lui, il est très simple. Il prend le chemin toujours le plus court pour arriver à la destination. Sauf qu'en fait, des fois, en fait, il faut se donner la peine de faire de nouvelles rencontres, de vivre de nouvelles expériences, parce que c'est la vie qui est comme ça. Nous sommes faits pour agir, nous sommes faits pour être à l'épreuve, nous sommes faits pour résoudre des problèmes. Donc l'ego ne doit pas s'interférer par rapport à ça. Donc quand l'ego veut contrôler, quand il cherche la validation, quand il refuse l'échec, quand il s'identifie surtout à ses blessures, parce que tout à l'heure je parlais d'ego blessé, soit de survie, soit de sauveur, soit victime, soit dominateur, en fait en réalité c'est ça. En fait, par exemple, si tu es quelqu'un de compétent, tu sais que tu es compétent, ok, et qu'on te critique, si ton ego il est mal paramétré, ok, il va se sentir attaqué. Il va dire ouais, pourquoi est-ce qu'elle dit ça, nanana. Il va se sentir attaqué, alors que bon, voilà, une personne qui te critique, la critique elle peut être positive aussi, tu vois. Donc tout est question de paramétrage. Si t'es quelqu'un de généreux et que aujourd'hui on refuse ton aide, tu peux te dire je me sens rejetée. Ah, elle veut pas de moi. Mais non, c'est pas ça en fait. Calme-toi. C'est peut-être que ce que tu proposes à la personne, c'est peut-être pas le bon moment pour la personne, ou peut-être que ce n'est pas exactement ce dont elle a besoin. Et c'est ok. Ça veut pas dire que tu n'es pas une personne légitime. Ça veut pas dire que ce que tu proposes n'est pas bien. Ça veut juste dire que pour la personne à qui tu l'as proposé, c'est pas adapté. Si tu vends, je sais pas, des produits pour les enfants et que une personne n'a pas d'enfant, si elle te dit non, c'est pas qu'elle t'aime pas, c'est juste que c'est pas adapté. Donc
Enfin, calme-toi, quoi, tout va bien. Si tu es quelqu'un qui est naturellement fort, qui aime bien se donner des objectifs hauts, se lancer des défis, et que tu rencontres une difficulté, bah ton ego il peut te dire ouais non, dis pas que tu y arrives pas, dis pas que t'es faible, dis pas que parce que ça craint. Bah, en réalité, dire je ne sais pas, c'est la plus grande force. Parce que quand tu dis que tu ne sais pas, tu te mets dans une position où tu es prêt à apprendre. Et donc, bah, tu vas devenir encore plus fort puisque tu vas apprendre de nouvelles choses. Tu vois, donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir conscience de ces choses-là et de ne pas se laisser driver par l'ego. De même, quand tu es quelqu'un qui réussit, qui aime bien réussir, qui a ce truc-là, le goût de la réussite, et qui rencontre un échec, ou en tout cas qui ne réussit pas à un moment, là, c'est vraiment en fait grave parce que la personne, elle peut croire que sa valeur est remise en question. Elle peut dire, je suis nulle. En fait, non, t'es pas nul. T'as juste essayé qu'une seule fois. Donc, tu peux réessayer d'autres fois. Et c'est là qu'en fait, on fait le lien entre l'ego et le mindset. Parce que si on ne sait pas faire, on va avoir un mindset fixe. On va avoir un mindset qui va être tourné vers des émotions et des énergies négatives comme la peur, la jalousie, la colère, la culpabilité, la honte, etc. Et en fait, c'est pas ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, il faut réussir à il faut réussir à gérer en fait cette situation pour qu'elle ne vienne pas nous embêter dans notre quotidien. Voilà, donc surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser parce que on est là pour ça. Voilà. Comment savoir si on a un ego blessé? Est-ce que vous pourriez écrire comment savoir si on a un ego blessé? Parce que ça c'est pas toujours évident et et des fois en fait on en a conscience, on sait pas trop comment qu'est-ce qu'on si c'est vraiment ça. On se pose beaucoup de questions parce qu'on nous a un petit peu élevés, éduqués avec la culture du doute. Malheureusement, quand on a été dans le système scolaire, à l'école, dès qu'on dit quelque chose, ben en fait, on attend après la validation des profs ou même des camarades pour savoir si c'est bon ce qu'on a dit, alors qu'en réalité, on le sait. Trop de jugement. Trop de jugement, c'est-à-dire, donc si tu as un ego blessé, c'est que tu juges les autres, c'est ça? Ou alors tu es sensible au jugement. Vouloir toujours avoir raison sans se remettre en question. Ouais, voilà, c'est ça. Les personnes qui savent tout, sur tout, tout le temps. C'est horrible. Elles savent tout, sur tout, tout le temps. Et en fait, tu te dis, mais t'es un surhomme, quoi. Et la personne ne se rend pas compte que qu'il y a un problème quelque part. Elle pense qu'elle est performante. Et ça, c'est le culte de la performance, vraiment, c'est un vrai problème. Moi, je dis souvent que je travaille sur le coaching de l'être. Et il y a énormément de personnes, la plupart des coachings qu'on propose sur les réseaux, ce sont des coachings de performance. Il faut que tu sois plus, il faut que tu fasses plus, mais en réalité, non, il faut être plus d'abord pour pouvoir avoir plus en faisant plus. Mais d'abord, c'est tout en fait, il faut incarner d'abord la personne que l'on est. Et réellement, il faut être honnête avec soi-même, avec ses points forts, ses zones de génie et ses points de vulnérabilité. C'est OK. Et voilà, vouloir toujours avoir raison, donc sans se remettre en question, effectivement. Mon ex était comme ça, au secours, effectivement. Heureusement que c'est ton ex, parce qu'effectivement, encore une fois, on dit bien que l'environnement est déterminant pour la personne que tu es. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un ego sain et un ego blessé. Il faut favoriser cet ego sain parce que c'est la meilleure version de toi. C'est ça. Tout le monde a une meilleure version de soi-même, mais effectivement, on est obligé de composer aussi avec nos points d'amélioration qui, en réalité, des fois, en fait, on croit qu'il faut qu'on soit au top partout, mais non. En fait, il faut qu'on soit au top dans ce qui est fait pour nous, dans notre zone de génie. Moi, je sais que parfois, quand on me parle, on me dit des trucs, et il y a des zones, il y a des choses pour lesquelles des fois, on me dit, bah attends, je comprends pas, pourquoi est-ce que tu retiens pas ce que je t'ai dit ou quoi? Je dis, mais en fait, mon cerveau décide que il n'y a pas d'espace pour retenir cette information. Et je suis OK avec ça. Et je suis OK avec ça. Si on me répète 10 000 fois la même chose dans un sujet, je sais que c'est pas le sujet que je maîtrise, mais je sais que si tu me poses une question dans le sujet que je maîtrise, alors là,
je serai incollable parce que j'ai mis mon énergie dedans. Et c'est complètement OK. Alors, besoin, Nekados qui nous dit besoin de se justifier quand on nous fait des reproches. Voilà, exactement. C'est la réaction. Clairement, de toute façon, soit on agit, on est fait pour agir, soit on agit, ou soit on réagit. Et la réaction, souvent, elle est inconsciente. On réagit, on nous dit un truc, hop, il faut réagir. Mais on choisit même pas la réaction qu'on veut avoir, et souvent, c'est là qu'on dit que justement, c'est son ego qui parle, parce que en fait, l'ego décide une réaction qui n'est même pas consciente. Besoin de se justifier effectivement quand on nous fait des reproches. Ouais, mais en fait, c'est parce que nanana. Non, on t'a dit quelque chose. De toute façon, quand on cultive un ego sain, il y a 3 solutions, parce qu'on a par définition, une estime de soi haute et stable. C'est ce que tout le monde recherche. Quand on nous donne une information, soit c'est vrai, soit c'est faux, ou soit on apprend quelque chose. Si on me dit, tiens, je sais pas, tu as quelque chose qui est sur ton visage. OK, merci de me l'avoir dit. Et c'est OK. Si on me dit, peut-être que ça t'irait mieux de mettre tel ou tel habit. OK. Alors que si on est dans la réaction, on va dire, pourquoi, c'est quoi, ce que j'ai mis, ça te plaît pas, c'est pas bien, je suis pas une bonne personne ou quoi que ce soit. Non. Ne va pas jusque là, tout va bien. Et c'est pour ça que quand on parle d'ego blessé, qui dit ego blessé dit en réalité, soigner sa blessure. Guérir de sa blessure. Parce que si tu as une plaie qui est là et que tu ne l'as jamais guérie, à chaque fois que tu vas avoir un coup sur cette plaie-là, ça va se rouvrir et ça va te faire mal. Et tu vas fonctionner de la manière dont tu as réagi la première fois que tu as eu mal. Donc tout de suite, ça va être une réaction une surréaction, quoi, en fait, une réaction de aïe, ouille, ça fait mal, je veux plus avoir mal, parce que c'est normal de ne plus vouloir avoir mal. Et donc, comment réagir? Bien sûr, je vais répondre à la question. Coucou aux personnes qui nous rejoignent. Comment réagir? C'est justement de ne plus, de prendre conscience de ça et de ne plus se laisser submerger, dominer par ça. Et ça, c'est vraiment, c'est une force, quoi. Quels sont les défauts de l'ego? Alors, je continue un petit peu et puis de toute façon, je répondrai à la question comment faire. Bien sûr, on garde le suspense pour la fin. Quels sont les défauts de l'ego? En gros, c'est, comme je l'ai dit un petit peu, la victimisation, besoin de contrôle, perfectionnisme, c'est être rigide. Ce qu'il y a dans tout ce qui est en lien avec l'ego, ça va être les messages contraignants, ça va être les blessures de l'âme, parce que quand on parle de blessures, d'ego blessé, c'est qu'il y a eu des blessures. Est-ce que vous connaissez les blessures de l'âme? Hello! Est-ce que vous connaissez les blessures de l'âme? Souvent, en fait, on parle de 5 blessures de l'âme. Donc la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Ça, ce sont des blessures. Donc, qui dit blessure dit j'ai eu mal à un moment, j'ai été blessée, j'ai été humiliée, j'ai été trahie, etc. Et du coup, je me dis plus jamais, je ne veux plus être dans ce genre de situation. Donc ça, c'est une chose. Et par rapport à ce que on appelle justement les conditionnements, enfin en tout cas les messages contraignants, ça va être tous les messages qui vont faire en sorte que on va être dans une situation, dans une position où on joue un rôle. On est dans l'ego, on est encore plus dans l'ego parce qu'on joue un rôle et notre but c'est de ne surtout pas sortir de ce rôle-là. Les rôles, ils sont au nombre au moins de 5. Sois parfaite, fais plaisir, sois forte, fais un effort ou voilà, ce genre de messages. Ces messages contraignants qu'on a entendus pendant l'enfance à répétition. Par exemple, dépêche-toi. Ça aussi, c'est un message contraignant. Dépêche-toi, il y a des gens qui ont entendu ça tous les jours. Tous les jours, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Et donc, en réalité, après, tu penses que si tu ne te dépêches pas, en fait, les gens, en fait, comme je vous ai dit, l'ego, il est très simple. Si tu te dépêches pas, t'es pas une bonne personne. Il va faire un raccourci hâtif qui veut rien dire, mais en réalité, on est dans un truc qui est dysfonctionnel. Et comme à 95% on agit de façon inconsciente, en fait, on va croire que, voilà, comme je me dépêche pas, comme je suis, je sais pas, toujours en retard, je suis pas une bonne personne. Donc on se dévalorise et on ne peut pas construire quoi que ce soit si on est dans un mécanisme de dévalorisation. C'est mathématique. Les blessures de l'âme, donc trahison. On a trahison ici, on a humiliation, abandon.
Et effectivement, quand on est dans ce genre de blessure-là, bah, qu'est-ce qu'on veut? On veut simplement être aimé. Donc c'est pour ça que on va avoir tendance, quand on est dans la blessure de trahison, on va avoir tendance à vouloir faire en sorte de, bah, forcément de ne plus être trahi. Donc on va jouer un rôle, on va prendre un masque pour pouvoir faire en sorte que on soit accepté par les personnes en face de nous. Pareil pour l'humiliation et l'abandon. Quand on est dans ces situations-là, bah forcément on se dit bah mince, je ne veux pas être abandonné, donc je vais tout faire pour être accepté. Même si ça ne correspond pas à ce que je veux faire, donc je vais dire oui quand j'ai envie de dire non. Je vais faire des choses qu'on m'a même pas demandé de faire parfois. Je vais surjouer un rôle alors qu'en fait j'ai pas besoin de le faire parce que je crains d'être à nouveau blessée. Et tant que on ne guérit pas cette blessure, tant qu'on ne fait pas la paix avec cette blessure, eh bien potentiellement on est toujours dans le risque qu'elle revienne. Ça c'est un problème. On est plus auteur, voire plus observateur, on devient spectateur. Effectivement, en fait l'idée c'est que soit on se laisse, soit on est complètement inconscient. Et ça, en fait, c'est un piège parce que finalement, ce sont nos émotions qui vont driver notre vie. Ou soit, effectivement, on se met dans une situation où, en fait, on observe, on prend conscience et après, on apprend à être acteur. C'est ça vraiment la vraie force. La vraie force. Chercher toujours la validation et c'est épuisant, effectivement. On fait les choses et on dit, est-ce que c'est bien? Il y a un groupe d'entrepreneurs que j'accompagne et tous les lundis matins, on fait une session de deep work, on fait un petit live dans lequel on prépare la semaine sur un thème particulier. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai parlé de la manifestation. Parce que l'idée, c'était d'ignorer la réalité et de se câbler sur la manifestation. J'expliquais que quand on est dans la réalité que l'on ne veut pas, et que on a des émotions qui sont liées à cette réalité. Ah mince, ah là là, la vie est dure, les choses sont difficiles, etc. Ben, en réalité, ce sont nos peurs, nos doutes, nos croyances limitantes qui nous dirigent, d'accord, qui nous font dire ça dans le conscient. Maintenant, quand on décide d'ignorer la réalité, ignorer, ça veut pas dire nier la réalité, mais quand on décide de se projeter vers ce qu'on veut, bah là en fait ça change parce que on est directement dans une énergie de ah ouais, ce serait trop bien si finalement à partir de cette situation j'arrivais à m'en sortir, si j'arrivais à faire des belles choses, etc. Et l'exercice qu'on a fait ce matin, ce qui était fou, c'était que cette personne-là, je leur ai dit imagine que, je leur ai dit voilà, je commence la phrase imagine que, et je leur ai dit de terminer. Donc on a pris quelques minutes pour terminer cette phrase. Donc, imagine que dans 6 mois, tu as atteint ton objectif. Imagine que dans 6 mois, tu es à tel endroit. Et puis vraiment, comme l'imagination, c'est gratuit et c'est illimité, donc il fallait imaginer ce qu'on voulait. Et en fait, elle a fait cet exercice et après, elle m'a demandé, est-ce que tu peux faire pour toi? Parce que moi aussi, souvent, je fais le travail pour moi, avec eux, pour moi. Est-ce que tu peux me dire ton exemple à toi pour que je vois si c'est bon? Et je lui ai dit, mais non, en fait. Non. Je te le dirai pas. Dis la façon dont tu l'as préparé. Et en fait, la façon dont elle avait préparé, c'était juste excellent. C'était exactement comme ça qu'il fallait faire. Et en fait, elle s'est bien rendue compte qu'elle n'avait pas besoin de la validation extérieure. Mais ça, encore une fois, ne serait-ce que les notes. On va à l'école, on nous demande de faire quelque chose et on nous met une note. Ça veut dire qu'on met une évaluation sur ce qu'on fait. Et même quand je vois mes enfants qui font leurs devoirs et qui me demandent est-ce que c'est bon, bah, si tu fais des calculs et que tu sais que c'est bon, j'ai pas besoin derrière de valider. Donc c'est un apprentissage ou un réapprentissage qu'il faut faire parce que les enfants ils savent faire, ils désapprennent malheureusement avec les expériences et le conditionnement, mais c'est tellement important de prendre conscience de ça pour pouvoir voilà prendre le contrôle parce que tu vois à Torah tu dis trop épuisant je confirme. En réalité, on passe notre temps à être en train de balayer en fait les déchets dans notre vie et c'est épuisant. Alors qu'en fait, si tu étais dans une situation où tu es dans une bonne énergie, tu as confiance en toi, tu es dans la joie de vivre, tu fais quelque chose qui te passionne, tu sais que ça va marcher, tu as confiance dans le fait que ça va marcher. Bah, en fait, tu es dans un état, ce qu'on appelle l'état de flow. Tu fais les choses parce que
tu aimes les faire, tu les fais avec une bonne énergie, tu mets des bonnes vibes dedans. Donc forcément, tu multiplies tes chances de réussir parce que tu te dis je vais y arriver, tu as un bon message qui va avec. Bah, tu vas y arriver, c'est sûr. Si tu réussis pas cette fois-là, tu vas réussir la fois d'après. C'est ça. Donc finalement, franchement, le fait d'être dans les choses qui nous embêtent là, c'est épuisant parce que ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie et ça nous sert pas. Ça nous sert pas. Donc ce que je disais ce matin, imagine que dans 6 mois, tu es dans ta best life. C'est mieux que de laisser tes peurs te dire ouais, imagine que dans 6 mois t'as pas bougé. Donc voilà. Imagine que dans 5 mois, tu auras perdu tes 6 kilos. Bah, bien sûr. Et qu'on va te dire, tu te rappelles quand t'avais 6 kilos en trop? Ah ouais, franchement, c'est de l'histoire ancienne, hein. C'était avant. Là, maintenant, heureusement que t'es plus dedans. Et en fait, tu te projettes dans un truc. Et c'est kiffant. C'est pas que, on n'est pas dans quelque chose d'imaginaire, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du possible. Donc, si c'est possible, si tu peux le penser, c'est que tu peux le créer. Donc, mets-toi dans un mood où, oui, c'est possible. Plutôt que d'être, et ça c'est un problème qu'il y a beaucoup dans tout ce qui est coaching, accompagnement, etc. On est un peu trop on maintient souvent les gens dans la victimisation. On maintient les gens dans ah oui c'est vrai, il t'est arrivé telle ou telle chose. Mais non. Moi maintenant, je le dis très clairement aux gens, c'est pourquoi je travaille pas avec tout le monde. Je dis moi maintenant je suis dans une logique d'élévation. Je suis dans l'élévation. C'est-à-dire que tu n'as plus de problème. Tu as un objectif à atteindre. C'est tellement différent. Je disais justement à une des personnes que j'accompagne, je parlais de cette courbe-là. On a une courbe où on dit, c'est tout ce qui est productivité. Tu es d'abord inconscient, incompétent. Après, tu deviens consciemment incompétent. Et après, tu deviens, quand tu dis, il faut que je me forme, tu es inconsciemment compétent avant de devenir consciemment compétent. Et je lui disais, mais en fait, ma cocotte, tu n'es plus consciemment incompétente. Tu es déjà passé de l'autre côté. Tu es déjà dans le inconsciemment compétente parce que tu vas chercher à développer ta compétence. Parce que si on passe notre temps à chaque fois ressasser le passé, etc., en fait, on lui donne de l'énergie. Donc, en fait, il nous pollue. Si on a besoin, en clair, si on est dans un travail et qu'on a besoin d'aller chercher des informations du passé pour pouvoir débloquer des situations, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre. Moi, je donne 5 minutes. Chrono. Je mets le téléphone. Chrono, 5 minutes. Ok, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais, il m'est arrivé ci, ça, il y a eu une histoire, il y a eu un trauma, quoi que ce soit. Ok, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que tu choisis? Imagine que dans 6 mois, tu n'es plus avec ça. Comment est-ce que tu vas réagir? Comment est-ce que tu vas faire les choses? Et on est dans l'élévation. On est dans je guéris ma blessure. Ça fait parfois mal. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'osent pas travailler sur leurs blessures. C'est comme quand tu te fais mal. Franchement, littéralement, le mot blessure, il est parfaitement adapté. Quand tu te fais mal, tu mets de l'antiseptique, ça pique, ça fait mal tout de suite, mais après, ça va mieux. Et après, ça cicatrise. C'est ça le but. Voilà. Prendre quelques temps, et après, on referme ça, et surtout, on avance. Parce que tu n'as pas besoin d'être avec tes casseroles. Et franchement, moi, je sais que quand on dit qu'il faut être dans le moment présent, la spiritualité nous dit beaucoup ça. Être dans le moment présent, ça représente quoi? Ça représente simplement ne plus être dans le passé, ne plus être dans l'ego, ne plus être dans ces trucs négatifs, mais au contraire se dire aujourd'hui, c'est un présent et je peux construire quelque chose, je peux devenir une meilleure personne, je peux choisir d'être la personne que je veux être. Et ça, c'est juste exceptionnel, quoi. Enfin, dites-moi, en tout cas, je trouve que c'est génial. Oui, c'est possible. Impossible n'est pas français, impossible n'est pas humain, en fait. Parce que les Français, bon, c'est vrai qu'ils sont chauvins, mais impossible n'est pas humain. Tout est possible. Tout est possible, les gars. Donc, il faut se connecter au fait que tout soit possible et pas rester justement dans cette zone de confort inconfortable qui dit ouais, mais c'est possible pour les gens, mais pas pour moi, etc. Ça, c'est un mindset qui est fixe et on peut pas avancer avec ça. Incompétence, bah oui, ça blesse l'ego, mais l'ego, il a qu'à rester à sa place parce qu'en fait, on n'a pas besoin de lui. Ça blesse l'ego, mais c'est pas contre lui, hein. Il faut qu'il comprenne, hein. Il faut que, voilà, c'est pas contre lui. Tout va bien. Et donc, quel est l'opposé, selon vous, quel est l'opposé de l'ego? Si on n'est pas dans l'ego, on est dans quoi? Donc, on est effectivement dans l'ego sain, mais comment est-ce qu'on peut, quel est le synonyme, justement, de l'ego sain? Comment est-ce qu'on peut travailler, pour, être dans un meilleur,
dans une meilleure situation. En tout cas, dans une meilleure représentation de soi, parce qu'on est toujours dans l'identité. L'identité, c'est comment est-ce qu'on se présente. Souvent, quand je suis avec les étudiants, je leur pose toujours cette question. Je leur dis, qui êtes-vous? Je dis, j'ai la liste. Voilà. Tout autant que vous êtes, j'ai la liste. Je sais que vous êtes dans telle formation, telle classe. Maintenant, qui êtes-vous? Et souvent, ils parlent je suis là, l'enfant de mon père. Oui, ok, très bien. Mais en plus, il faut savoir se définir. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce qui est important pour moi? Où est-ce que je veux aller? Quelles sont mes valeurs? Comment est-ce que je me présente au monde? Ça, c'est important. Il y a des personnes aujourd'hui qui disent oh là là, je suis nulle, je suis trop bête ou quoi que ce soit. Jamais, plus jamais, je vais entendre quelqu'un dire ça parce que c'est grave. On est en train de quand on commence une phrase par je suis, on s'identifie en même temps. Donc consciemment ou inconsciemment, dans notre communication, parce que tout n'est qu'énergie, donc les gens ressentent ton énergie, ils vont ressentir simplement ce que tu leur as présenté et ce que toi tu crois à l'intérieur de toi. Donc il faut faire vraiment important. C'est important pour faire attention. Aligner, effectivement, aligner, c'est un bon, c'est une bonne définition du contraire de l'ego. Je suis aligné, c'est-à-dire que comme le dit Bouddha, pour lui le bonheur c'est quand ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais sont en harmonie. C'est aussi ce qu'on appelle la congruence. Donc la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais. Et ça, c'est important. Parce que, vous savez, ce qu'il faut savoir, donc acceptation, apprentissage, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans ce travail-là avec l'ego, c'est d'essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui bloque, parce qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Et je vais, avant justement de parler de ça, je vais vous poser des questions, de savoir, en fait, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre ego. Alors, j'ai préparé des questions. Alors, est-ce que tu prends tout personnellement? Est-ce qu'en général, on va faire un truc. Soit ça va être, si c'est plus de 50% du temps, vous mettez un pouce. Si c'est moins de 50% du temps, vous mettez un mon. Donc, est-ce que tu prends tout personnellement, en général? Est-ce que quand les gens te font des blagues ou des trucs qui sont pas cool, tu rentres dans la blague ou alors est-ce que tu te fâches, tu te braques? Donc, dites-moi, comment ça se passe? On l'a vu tout à l'heure aussi. Est-ce que tu te justifies constamment? Est-ce que tu es tout le temps en train de te justifier en disant ouais mais non mais si j'ai pas fait ça c'est parce que encore une fois on est dans la cohérence entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Et l'être humain est fait pour agir, ok? Et la plupart du temps il y a beaucoup de personnes qui font pas des choses pour dire ouais soit pouce en haut ou soit pouce en bas. Qui disent en fait je fais pas parce que et en fait on donne des excuses. Donc ça c'est l'ego blessé de victime. Ouais, c'est pas de ma faute. Ouais, mais il y a eu ça. Ouais, mais non, mais tu l'as pas fait, c'est tout. Ouais, mais non, tu l'as pas fait, stop, c'est tout. Ok, d'accord. Donc ok, vous pouvez aussi commenter si vous souhaitez donner plus de détails sur les différents sujets qu'on aborde. Super. Donc on se justifie constamment, on compare. Alors ça, la comparaison, c'est horrible. Parce qu'en fait, on est 8 milliards sur Terre. Comme je dis, on est 8 milliards d'étoiles. On a tous en nous ce gène-là, ce germe-là de pouvoir briller, devenir juste des meilleures versions de nous-mêmes, on est là pour impacter le monde. On est là pour, comme j'aime dire, ajouter notre valeur au monde. On est là pour laisser notre empreinte dans le monde. On a tous quelque chose à faire valoir. Mais quand on se compare, en fait, on est en train de comparer la version de quelqu'un d'autre. On est unique. On a un ADN qui est unique, même si on est jumeaux, triplés, on a un ADN qui est unique. Donc, on doit chercher on est tous des pépites d'or et on doit tous chercher à révéler le lingot qui est en nous, à vraiment enlever toute la boue qui est autour de nous pour faire
pour montrer vraiment qui on est. Donc voilà, on peut pas se comparer, on peut pas regarder les autres. Et surtout, la plupart du temps, quand on se compare, en fait, quand on se compare, c'est forcément qu'on se voit en bas. Parce que soit on va se comparer en se disant, ah, les autres sont mieux que moi, donc on se met en bas. Ou soit on va se dire, ah, regarde, lui, on va se comparer à la personne, se croire supérieur à la personne. Mais la plupart du temps, c'est en réalité, comment dire, une version négative de nous. On a l'impression que en cherchant à dominer l'autre, en fait, on se sent plus intéressant que l'autre, alors qu'en réalité, c'est parce qu'on a une mauvaise image de soi. Donc c'est pas top. Les gens comprennent toujours plus vite que toi. Oui, mais tu sais, on a plusieurs types d'intelligence. On a dénombré jusqu'à 9 types d'intelligence. Et ils comprennent plus vite que toi quoi, par exemple? Dans quel domaine? Précise-nous. Parce que si ton intelligence... Parce qu'à l'école, en fait, on veut faire dominer l'intelligence logico-mathématique. Si à l'école, on veut te faire dominer ça, mais que en réalité, toi, tu as un autre type d'intelligence, c'est OK. Voilà, en maths, c'est ça, on est en plein dedans. Comment dire, l'intelligence logico-mathématique. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des trucs, des sujets, genre retenir un trajet, un chemin ou quoi que ce soit, c'est pas mon truc, en fait. Je peux le faire, mais j'ai pas envie de dépenser de l'énergie pour ça. Donc c'est OK, et j'ai accepté ça. Et en fait, donc je cherche pas à me comparer, même si les gens disent ah mais ah là là, mais t'as pas le sens de l'orientation. Bah ouais, c'est pas grave, j'ai autre chose, j'ai autre chose et ça se passe très bien. Je vais allumer la lumière, j'arrive. Voilà qui est mieux. Donc c'est ça. Voilà, la comparaison, ça ne sert à rien. Après, c'est le fait de se sentir rejeté facilement. Quand on se sent rejeté facilement, quand il y a quelqu'un nous dit non, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu proposes quelque chose à quelqu'un, la personne te dit non, et tu te dis ouais, mais en fait, c'est parce qu'elle m'aime pas. Waouh. Il y a vraiment la personne, elle t'a pas verbalisé qu'elle t'aimait pas. Donc en réalité, c'est la question dans la question, c'est quelle hypothèse fais-tu pour considérer à travers le nom de la personne qui est lié à, je sais pas, tu veux du gâteau? Non, je veux pas du gâteau. Quelle hypothèse fais-tu pour considérer que le nom de la personne te rejette? Et en fait, un nom de rejet parce qu'elle t'aime pas ou quoi que ce soit. On est tous interconnectés. Donc, l'estime que je peux avoir en moi, ça va être un reflet de l'estime que je vais avoir en mon prochain, et ça va être un reflet de l'estime que les gens vont avoir de moi. Quand on dit avoir confiance, c'est deux mots. Il y a con, ça veut pas dire qu'on est bête, con, c'est toi et moi, co, et fi, la foi. Et quand moi j'ai confiance en moi, eh bien je donne plus de chance à toi d'avoir confiance en moi. Donc encore une fois, c'est notre responsabilité. Et quand quelqu'un nous fait une remarque, eh bien, c'est à nous de l'accepter ou pas. Comme je dis souvent, est-ce que tu t'appelles Stéphanie? Souvent, les gens disent non. Quand c'est une fille qui s'appelle Stéphanie, je prends un autre prénom. Est-ce que tu t'appelles Stéphanie? Non. Pourquoi est-ce que si quelqu'un te dit tu es bête, tu y crois? Ça n'a pas de sens. Si quelqu'un me fait une critique qui n'est pas vraie, qui n'est pas constructive, c'est OK. Tout le monde ne peut pas nous aimer. En fait, personne ne fait l'unanimité. Comme on dit, même Dieu ne fait pas l'unanimité. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. Donc pourquoi est-ce que toi, tu voudrais porter le poids de faire l'unanimité, de faire en sorte que les 8 milliards de personnes sur Terre t'aiment? Déjà, ça va être lourd, ça va être compliqué à gérer, il faudra une logistique. Mais surtout, non. Sois toi-même, tout simplement, aime-toi et les autres t'aimeront. Michael Jackson ou des gars, ce sont des personnes qui s'aiment. Et c'est parce qu'elles s'aiment qu'on les aime. Donc plus tu vas t'aimer et plus on va t'aimer en réalité. Le travail, c'est toi, c'est personne d'autre n'est dans ta tête déjà depuis que t'es né, mais personne d'autre ne peut te donner l'amour que tu as en toi, qui est enfoui peut-être, mais qui est là. Ok? Parfois, le non est un cadeau. Ah ouais, franchement, dire non, c'est dire oui à plein d'opportunités. Et ça, c'est juste magique, quoi. C'est juste magique. Ce moment où les gens te jugent et que tu te remets, voilà, tu mets tout en question, effectivement. On te dit un truc, ah ouais, mais oh là là, ça veut dire que je suis nulle, ça veut dire que machin, ça veut dire qu'il faut que je refasse ci ou ça ou ça ou ça.
Bah non. Non, il y a une expression qui dit, comment on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. En fait, non, t'as pas besoin, t'as peut-être juste une chose à corriger. Et quand on voit, en fait, quand on voit les entreprises, parce que moi je suis fascinée vraiment par le monde de l'entreprise et tout, quand on voit en fait dans les entreprises la façon dont elles évoluent en tant qu'entité finalement, en tant que personne, bah la dernière fois, j'ai vu le logo d'Air France. J'ai vu le logo d'Air France sur l'avion et je me suis dit waouh, il est vraiment beau leur logo. Et et ensuite, j'ai vu un bâtiment avec l'ancien logo d'Air France et je me suis dit waouh, purée, ils ont évolué, ils ont amélioré leur logo petit à petit à chaque fois jusqu'à avoir le logo qu'ils ont aujourd'hui. C'est-à-dire que s'ils avaient attendu d'avoir le bon logo dès le début, bah ils auraient jamais commencé. Et ils ont commencé avec ce qu'ils ont et c'était ok. Et parfois, en fait, et c'est là que quand je parle de la différence entre le coaching de l'être et le coaching de performance, il faut faire vraiment attention parce que le coaching de performance va te dire, si tout est parfait, si tu as ci, si tu as ça, si tu as ça, ben en fait, tu es une bonne personne. Mais en fait, non. Commence déjà avec ce que tu as, commence déjà avec qui tu es parce que ce que tu es, c'est ça ton trésor. C'est ça qu'on a mis en toi et c'est là qu'on t'a dit, de vraiment de capitaliser pour ressortir le meilleur et faire en sorte que tu deviennes vraiment la meilleure version de toi-même. Tout est en nous, notre identité, elle est juste exceptionnelle. Et c'est ça. Et du coup, quand on est dans l'ego, bah forcément, c'est qu'on a un souci à ce niveau-là. Hello, hello Tanguy, on a le plaisir de recevoir Tanguy. Alors les autres questions, c'est quoi? Tu te sens donc rejeté facilement, tu veux toujours avoir raison, ça on en a parlé aussi, ça c'est un problème. Tu cherches à prouver ta valeur. Non, il n'y a pas de valeur à prouver, tu as de la valeur. Donc oui, tu dois être excellente, performante dans l'expression de ta valeur, un peu comme le font les sportifs de haut niveau. Un sportif de haut niveau, là, les sportifs, ils se préparent pour les prochains Jeux Olympiques parce qu'en réalité, ils savent qu'ils ont de la valeur. Et ils cherchent à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Ils cherchent pas à chaque jour dire non, mais j'ai de la valeur. Ils le savent déjà. Que tu sois sportif ou pas, que ce soit dans n'importe quel domaine de ta vie, si tu sais quelle est ta zone de génie, parce que voilà, il faut se connaître. Connais-toi toi-même. Quand tu sais quelle est ta zone de génie, tu mets toute ton énergie dedans pour pouvoir la développer. C'est tout simple. Tu peux pas être bon partout, tu peux pas faire l'unanimité, on l'a déjà dit, mais si t'as une zone d'amélioration qui, en fait, tu t'en as rien à faire parce que ça ne te sert pas, parce que c'est pas quelque chose qui est en lien avec tes valeurs, ce que tu veux dans la vie, ça sert à rien de chercher à l'améliorer, tout simplement. Coucou, Léna. Donc c'est ça. Tu ne supportes pas la critique. Ça aussi, c'est un peu le fait, tu prends tout personnellement, tu ne supportes pas la critique. Et là, en fait, alors que la critique, comme on a dit, soit elle est positive, soit elle est constructive, ou soit on la rejette tout simplement. Parce que il y a cette histoire d'énergie. On dit que tout est énergie. Et je vous assure que c'est vraiment vrai. Si vous faites vraiment la remarque, le constat, si vous observez exactement comment se passent vos interactions, vous allez réaliser que si on vous fait une critique et que vous-même vous êtes quelqu'un qui vous critique, bah vous allez rencontrer encore plus de personnes qui vont vous critiquer. La vie, elle est comme ça. Et alors que si vous êtes quelqu'un qui vous valorisez, vous savez quelles sont vos zones de génie, vous savez ce que vous voulez améliorer chaque jour, faire les choses un petit peu mieux, embellir votre, entre guillemets, votre maison, bah vous allez voir que vous allez de plus en plus rencontrer des personnes qui sont alignées justement à ce que vous êtes réellement et à ce que vous voulez faire valoir. C'est ça. En fait, on est tous des acteurs de nos propres vies. On est tous des acteurs de notre propre vie. Donc, jouez le rôle que vous avez envie de jouer. C'est ça la force, c'est qu'on a la possibilité d'écrire notre script. C'est ça qui est génial. Tout ce qui est visualisation, tout ce qui est manifestation, méditation, etc. C'est le fait de dire, ben voilà la situation actuelle, il y a telle chose qui me plaise pas, voilà ce que je veux à la place. C'est tout simplement ça. On design notre vie, c'est juste exceptionnel. Mais pour ça, il faut y croire. Et pour ça, il faut avoir une bonne base, il faut savoir que c'est possible et croire profondément
et se mettre en action pour chaque jour s'améliorer un peu plus, mais se croire déjà dans la réalité qu'on veut, quoi, en fait. Alors, moi, j'ai la critique. Moi, la critique, je fais trop semblant que j'accepte et après, j'y pense toute la soirée en revoyant la scène dans ma tête. Voilà. Donc, ton ego, en fait, montre que non, ça va, tout va bien, etc. Mais en réalité, après, quand tu te retrouves seul, en fait, tu y repenses. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui pense que tu n'es pas suffisante, que tu n'es pas assez, alors que tu as tout en toi. Et encore une fois, la critique, c'est quoi? Ça veut dire quoi, la critique? Quand on te dit quelque chose, est-ce que c'est quelque chose de méchant? Est-ce que la personne elle a une bonne intention envers toi? Ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'aider? Ce serait un conseil. Quand, je sais pas, quelqu'un, encore une fois, je parle des sportifs, mais ça peut être les musiciens, quand ils font des fausses notes ou, en fait, on leur dit, ah tiens, regarde, tu pourrais faire ça, ça va aller mieux. Et ça, encore une fois, je vous assure que ça vient aussi du conditionnement de l'école. Parce que quand on était enfant et qu'on avait 17 sur 20, si on nous mettait une note en vert pour dire waouh, regarde tout ce que tu as réussi à faire, si tu fais encore telle chose, la prochaine fois tu auras 20, eh ben non, on nous met une note en rouge et on nous dit regarde les 3 choses que tu n'as pas faites pour avoir 20. Et donc naturellement, on entraîne depuis l'enfance notre cerveau à être câblé sur les 3 choses que l'on n'a pas faites. Et c'est ça qui est dommage parce qu'en fait, ça ne nous amène pas là où on veut. Et ça, c'est un problème. Donc c'est ça. C'est un petit peu ça l'idée. Vous voyez à quel point c'est terrible. L'idée, c'est vraiment d'être congruente, c'est-à-dire que tu vois, t'auras la personne que tu es quand tu es face à la personne, ça doit être la même que tu es à la maison, que tu es tout le temps. Parce que franchement, c'est tellement. Il y a un truc qui dit, bon, c'est par rapport au mensonge, mais vous allez comprendre l'idée. Il y a un truc qui dit, je ne mens pas parce que c'est trop fatigant pour moi de me souvenir de ce que j'ai raconté, des mensonges que j'ai racontés. Et c'est ça. Libérez-vous l'esprit, les gens. Libérez-vous l'esprit parce que la recherche de la performance, la recherche de la meilleure version de soi, c'est un travail à temps plein. Donc, si on prend de l'espace-temps, si on prend des gigas dans notre tête pour en plus aller gérer des choses qui ne nous servent pas ou qui ne nous servent plus ou qui sont pas alignées avec qui on est, franchement, on se prend la tête en vrai. Alors, depuis que je fais plus de sport, je m'aime plus et j'accepte plus facilement la critique. Je laisse parler les gens. Je m'occupe beaucoup de mon bien-être mental et physique. Top. C'est vraiment ce qu'il faut. Tu as un objectif et tu travailles sur vraiment tous les points. Et moi, comme je dis souvent, c'est très simple. Il faut... moi, il y a vraiment la règle des 3 x 3 que j'aime bien, dont j'aime bien parler. Déjà, les premiers 3, c'est déjà l'ambition, la passion et l'action. L'ambition parce que vraiment tout est possible et plutôt que de tourner en rond dans des situations, il faut voir grand parce que on a le droit et c'est ok. On a des rêves donc il faut les écouter. La passion parce qu'il faut aimer ce qu'on fait. Il faut mettre de l'amour dans ce qu'on fait. Il faut mettre de la bonne énergie dans ce qu'on fait parce que c'est tellement beau de pouvoir transmettre des ondes positives. Donc ça c'est important. L'action parce qu'on est fait pour agir. Ça, c'est les premiers 3. Ensuite, c'est l'identité, savoir qui on est et s'accepter inconditionnellement. Parce que s'accepter, tout simplement, comme je dis, c'est même pas inconditionnellement, c'est de façon déconditionnée en réalité. Je suis qui je suis, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Donc l'identité, être ok avec ça, avoir conscience de son identité. Donc du coup, gérer son ego quand il vient nous faire des trucs bizarres. Parce que c'est pas lui qui décide. Ensuite, l'autorité naturelle. Ce que j'appelle l'autorité naturelle, c'est le mélange de la confiance et de la compétence. Voilà, quand tu vas dans un entretien, tu dis ton CV, tu dis ce que tu as fait, etc. Voilà, tu as la compétence qui est là. Donc, t'as pas à te remettre en question. Et quand on dit, par exemple, que tu vas à un entretien, c'est que potentiellement, tu peux faire le travail. Sinon, on t'aurait pas convoqué à l'entretien. Donc, même les gens qui travaillent quelque part en entreprise, quand je fais des coachings en entreprise ou quoi, je leur dis mais arrêtez de chaque jour vous demander si vous êtes faite pour ce poste-là. Vous avez été embauché, donc oui, vous êtes fait pour ce poste-là. Mais maintenant, chaque jour, demandez-vous comment est-ce que vous pouvez faire mieux ce que vous avez fait hier. Ce sont les principes de productivité. Quand on vous dit Pomodoro, etc., ce ne sont que des principes de productivité pour chercher à devenir meilleur. Donc l'autorité naturelle et c'est l'excellence.
l'excellence chaque jour. On fait les choses. L'araignée, elle fait pas sa toile à moitié. L'araignée, elle fait pas sa toile de travers. Elle fait directement le chef-d'œuvre. Elle a pas de crayon à papier pour gommer et refaire une autre version. Elle se dit pas, ah bah, crayon à papier, c'est une arnaque, hein, parce qu'en fait, dans la tête, on intègre le fait qu'on peut se tromper. Mais en fait, non. Oui, on peut se tromper, mais en réalité, si on est vraiment dans ce truc-là, dans la bonne énergie, bah, une fois suffit. On cherche à chaque fois à être, voilà, à être dans le bon timing, quoi. Donc ça, c'est les deuxièmes trois. Et les troisièmes trois, c'est le bien-être. Voilà, le bien-être mental et physique. Parce que ça, c'est avoir un bien-être solide. Ça permet vraiment d'être en fait, comme je dis souvent, quand vous regardez des films, les acteurs, parfois, enfin, ça dépend des films, hein, mais la plupart du temps, les acteurs, on les voit pas aller aux toilettes, on les voit pas dormir, on les voit pas manger, parce qu'en fait, on considère qu'ils vont bien. Mais si toi, tu prends pas soin de toi, bah, voilà, tu seras bancal. Tu pourras pas faire tout ce que tu as à faire. Tu pourras pas être dans l'excellence parce que tu auras du désordre mental, tu auras du désordre physique. Si tu ne vas pas bien, si t'as pas d'énergie, t'as pas de vitalité, bah, tu peux pas faire les choses. Donc ça, c'est important, le bien-être. Ensuite, le deuxième, c'est le mindset solide. Parce que un mindset solide va te permettre de pouvoir t'adapter sans te limiter, sans être bloqué, pour pouvoir avancer, être sûr d'être sur la bonne longueur d'onde. Et la performance, pour pouvoir, en fait, la performance, ce n'est une conséquence de tout ce qu'on a vu. Quand tu es bien, quand tu fais les choses correctement, quand tu as la bonne énergie, quand tu sais qui tu es, etc., bah, la performance, ce n'est qu'un résultat. C'est pas, je dois être performant, c'est, je récolte les fruits de tout ce que j'ai semé, quoi. Voilà, donc manger, jeûner, marcher, redonne confiance en soi. La confiance en soi, personne ne peut vous la donner. S'il y a quelqu'un, vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu peux m'aider à avoir confiance en toi, en moi, bah en fait la personne elle doit te dire, bah fais, mets-toi en action. Et la confiance, c'est quelque chose qui vient, ça permet de valider qui tu es, ce que tu veux faire, là où tu veux aller ou quoi que ce soit. C'est la confiance, c'est on peut pas te la donner, tu dois la faire en allant, quoi. Donc en marchant, en jeûnant, etc. C'est très très bien. Quand je sens que je suis affectée par un conseil qui me remet en question, je lis une liste avec toutes mes valeurs et je me sens mieux et ça apaise mon mental. Très très bien. C'est très 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 bien. Et dis-moi, à Torah, quelle est ton origine? Parce que effectivement, sur la partie identité, moi j'aime beaucoup faire le lien avec l'Afrique et les valeurs africaines. Et il faut savoir qu'en Afrique, il y a ce qu'on appelle notamment le panégyrique, qui sont les lettres de noblesse. Je vous invite vraiment, si vous êtes d'origine africaine, à aller chercher quelles sont vos lettres de noblesse, les lettres de noblesse de votre famille, parce que ça, franchement, ça redonne un coup de boost, quoi. C'est, je dirais, la liste de toutes les valeurs. Moi, je sais que dans ma famille, c'est voilà, c'est quelqu'un qui est un grand cultivateur, quelqu'un qui a une moisson abondante, qui donne sans compter, qui met tout le monde bien quand il est chez lui, tout le monde est heureux, etc. Et quand tu entends tes lettres de noblesse, bah ça te donne confiance, ça t'ancre déjà. Parce que ça, l'identité, c'est très important en Afrique. La culture africaine, elle est très puissante, elle est très importante. C'est pour ça qu'en Afrique, les gens sont solides, parce qu'en fait, ils savent d'où ils viennent et ils savent que, ben, puisqu'ils viennent d'une lignée qui est puissante, bah eux aussi ont cette puissance en eux et ils peuvent la faire valoir. Donc, ok, Guadeloupe et Cap-Vert, ok, ça marche. Ben, il faut essayer de demander s'il y a ça, parce que malgré tout, j'ai entendu ça aussi. J'ai entendu aujourd'hui un Français qui parlait de ça, qui disait que en fait il y avait des lettres de noblesse aussi, enfin l'équivalent dans sa famille, et j'ai trouvé que c'était génial parce que vraiment ça aide vraiment au quotidien. Et alors c'est très bien de faire la liste avec les valeurs, c'est parce que souvent aussi on est dans le culte de la performance, donc des fois on écoute des affirmations, etc. qu'on trouve sur internet. C'est bien, mais c'est mieux d'avoir des affirmations qui sont personnalisées, c'est mieux d'avoir des choses qui nous correspondent réellement, qui ont un lien direct avec nous-mêmes, parce que ça parle plus, forcément. Donc ça, c'est important. Super. En Afrique, ils sont solides et surtout solidaires.
oui, en Afrique, à la base, il y a cette solidarité parce que, encore une fois, on est, comme on dit, universel. On est unis vers la source. On est tous unis. On a tous ce lien. On est tous reliés. Donc, quand on dit Ubuntu, je suis parce que tu es, c'est parce que si moi j'ai de la valeur, donc toi, tu auras de la valeur. Et c'est pour ça que moi, j'adore, comme je dis, j'ai fait un jour un article parce que j'étais partie à un salon avec des financiers et je disais qu'il y avait plus d'humanité chez les financiers que chez des mendiants, par exemple. J'ai fait un article, un titre fort pour un peu choquer, c'est un peu les règles du marketing. Mais ce que je voulais dire derrière, c'est que quand les personnes sont vraiment dans une énergie positive, dans un mindset, parce que les financiers, bon voilà, ce sont par définition des personnes qui ont leurs besoins qui sont assurés. Ils n'ont pas besoin de manger, ils ont un besoin de sécurité qui est assuré, etc. Ben en fait, ce sont des personnes qui sont dans une attitude positive. Quand elle va te rencontrer, elle va te demander ah ben qu'est-ce que tu fais? Ah waouh super, c'est génial. Elle va te valoriser. Donc en fait, tout ça pour dire que quand on a conscience de sa valeur, là en l'occurrence c'était une valeur financière, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais la valeur financière peut aider à la valeur personnelle. Quand on a conscience de ça, ben en fait on ne veut que le meilleur pour son prochain. On ne veut que le meilleur pour les gens. On ne veut que souhaiter de bonnes choses. Parce qu'en fait, on sait que plus les gens vont être bien et plus on va être bien, on va être content. C'est pour ça quand on voit dans, je sais pas, le monde des artistes, où, en fait, quand ils se rencontrent, ils sont, comment dire, ils sont solidaires, ils sont, la plupart du temps, après, je connais pas, mais ce qu'on voit en tout cas, ils sont solidaires, ils savent se valoriser en disant waouh franchement j'adore cet artiste, la personne elle m'inspire, etc. Parce qu'en réalité ils savent que déjà eux ils ont de la valeur, mais que chacun est unique, donc que lui la valeur de cette personne-là elle est géniale aussi et c'est ok. Et on devrait pouvoir s'entraider, on devrait pouvoir se valoriser. Quand je vois une personne et que je veux lui dire bonjour et qu'elle me regarde de haut en bas tout ça, je vais dire mais en fait j'ai juste envie de te dire que tu es jolie.